Par contre, le live de la tantôt, l'essaye, tu n'as pas sur ton. Voilà, Henri est là. Ça passe pas sur. Donc je mets que Facebook, ça passe pas. Je sais plus mettre sur YouTube. Pardon. Oh non. Mais je dois réouvrir maintenant. Ben, fais-le, t'as ton temps, hein. C'est pas grave, les gens attendent. Bonjour Henri, ça va? Est-ce qu'il entend? Allume ton micro. Allô, allô? Voilà, impeccable. Sandrine aussi vient d'arriver. Sur Facebook, ça passe. Mais sur Facebook, c'est OK. Comment? Je sais plus, il est en cours. La réunion est en cours. Je ne peux faire. Donc tu dis à Granny de faire sur. Ça n'a rien de faire. Bonjour les amis, comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Et vous? C'est un énorme plaisir de vous revoir. Certains sont dans la chaleur quinoise, d'autres sont dans le début d'automne à Paris. Tout à fait. Et moi, je suis couvert, emmitouflé à Bruxelles. C'est vraiment ça la diaspora. Et donc, sans plus tarder, on va lancer, on va commencer. En tout cas, bienvenue sur la masterclass du coach Henri. Aujourd'hui, nous voulons vraiment traiter les questions de la diaspora. La diaspora, elle est multiple, elle est énorme et les sujets la concernant sont, je dirais, grandioses et parfois on a l'impression que c'est infini. Mais jusqu'en fin d'année, nous allons chaque mois, à la fin du mois, nous allons aborder cette question de la diaspora, en particulier la diaspora congolaise, mais nous avons beaucoup d'amis qui sont intéressés parce que, en général, les soucis de la diaspora, ou en tout cas les valeurs que nous pouvons représenter, se répercutent à tous les niveaux. Alors, aujourd'hui, nous aurons je collabore avec Sandrine Goma, que vous connaissez déjà. C'est avec Sandrine. Je laisserai le soin de vous présenter quelques minutes tout à l'heure. C'est avec Sandrine que nous avons traité de la thématique de la diaspora. Vous avez aussi Henri Nzouzi qui est parmi nous. Il est Henri, tu es dans quel pays encore? Kinshasa, RDC. Ah voilà, il est en RDC, donc on a su le coincer en RDC. Et puis nous avons Émilie Kassonga, que tous de la diaspora congolaise. Et je vais laisser la parole donc à Sandrine. Comme ça, tu te présentes, on se présente chacun. On a 2-3 minutes et puis alors on peut introduire le sujet. Sandrine, à toi la parole. Bonsoir à tous. Merci pour cette introduction, coach Henri. Merci pour cette invitation à tous nous retrouver
autour de la table pour débattre de ce sujet qui nous tient tous à cœur, qui est l'évolution, les aspects, le devenir. C'est vrai que tu as précisé, je suis de la... Et j'exerce en tant que directrice générale qui a pour vocation d'accompagner les... C'est sa connexion. Je suis également pour cette année 2020 l'ambassadrice pour l'Europe et la Suisse de l'INCA pour la RDC. Cette année, l'INCA fête ses 120 ans et cette institution internationale qui a multiples bureaux dans l'ensemble de la planète a à cœur cette année pour son 120e année d'avoir plus de visibilité et d'être soutenu par différentes actions que nous avons mis en place, notamment avec toi-même, Coach Henry, et d'autres acteurs qui sont actuellement à Kinshasa, dont voilà pour ma courte présentation. Super. On a légèrement quelques petits soucis peut-être de ton côté au niveau de la connexion. Donc, de mon côté, vous ne m'entendez pas? C'est instable? Oui, c'est un peu instable, mais bon, c'est pas grave. Je vais rajouter une autre option, ne pas passer uniquement par le Wi-Fi et rajouter également. Alors, je passerai la parole à Émilie. Henri, tu me le permets? Oui, bien entendu. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Émilie, à toi la parole. Une brève présentation. Alors, bonsoir à tout le monde. Ça va? Oui, on t'écoute. Vas-y. Voilà. OK. Donc, bonsoir tout le monde. Merci, Coach Henry, que j'appelle souvent Ya Coach. Merci pour cette opportunité. C'est vraiment intéressant parce que ça permet un peu d'avoir l'aperçu de ce que beaucoup de gens pensent ou ne pensent pas toujours. Et c'est intéressant de pouvoir parler et débattre. Donc, je suis aussi de la diaspora comme on se fait qualifier. J'ai grandi en Belgique. Donc, je suis née au Congo, mais j'ai grandi en Belgique et j'ai un peu sillonné le monde. J'ai fait mes études aux États-Unis et puis je suis revenue en Belgique et me voici au Congo. Et je suis toujours à cheval entre le Congo et la Belgique. Pour la simple raison, je travaille en Belgique aussi. Donc ici, je fais plus des consultances. Et en Belgique aussi, je fais des consultances. J'ai aussi ma propre société de consultance. Donc en tout ce qui est communication et branding. Et j'offre quand même aussi, pour l'instant, j'ai un contrat de Customer Service Satisfaction pour une banque à Bruxelles. Mm-hmm. Et donc voilà, je fais du management, création de projets et tout. Donc un jour, j'ai aussi décidé de revenir au Congo pour trouver mes marques, essayer de faire connaissance avec ce pays, avec ma terre natale. Et voilà, et je suis tombée amoureuse de ce coin. Et il n'y a pas moyen de me décoller. Donc voilà un peu. Après cette belle déclaration d'amour. Oui, c'est un amour. Donc, ça, impossible. Donc, il n'y a pas autre chose. Divorce, ça n'existe pas. Donc, je suis ancrée. Impossible. Parce que je vais au village, ça, c'est le bonheur total. Parce que j'aime bien aller rester au village. Et ça, c'est le meilleur pour moi, c'est le bonheur. Et voilà. Donc, non, on a un pays magnifique. Super. Super. Merci beaucoup pour ce rapide témoignage. Henri, alors? Henri Désiré Nzouzi, un frère, un ami que j'apprécie énormément.
Et pour moi, c'est vraiment un plaisir d'avoir pu te catcher comme ça quelque part dans le monde pour cette petite heure de masterclass. J'aimerais que tu puisses te présenter, mon cher Henri. Merci infiniment, Henri, pour l'invitation. En résumé, donc, je suis donc le président de Oshola Network, qui est un réseau qui réunit à la fois des entrepreneurs, des artistes, des opérateurs culturels qui ont en commun la passion de l'art et qui utilisent la culture comme vecteur de communication pour promouvoir une image d'Afrique, en tout cas positive, loin des clichés habituels que l'on connaît, hein, les conflits, les maladies, etc. Je suis également vice-président de l'African Diaspora Network in Europe, qui est une organisation fêtière de la diaspora africaine basée à Bruxelles, créée il y a de cela 5 ans et qui promeut un dialogue permanent entre les diasporas africaines et les pouvoirs publics européens afin de les impliquer dans le processus de développement en Afrique. En d'autres termes, nous sommes là pour faire en sorte qu'à chaque projet de développement en Afrique, eh bien, que l'on prenne des experts africains qui ont une bonne connaissance du terrain. Je suis également, depuis plusieurs années maintenant, correspondant diplomatique pour VOA, la Voix de l'Amérique. J'interviens souvent sur les questions de gestion, prévention, règlement des conflits, mais aussi sur des questions environnementales et sur les questions liées notamment au terrorisme. Et puis, cela fait pas mal d'années déjà aussi que je suis global speaker et modérateur de conférences pour de très grands événements, aussi bien au niveau du Parlement européen, où j'ai pu modérer notamment les assises de la coopération décentralisée, et puis en RDC, plusieurs grands événements comme le Sultani Makutano, le Katanga Business Meeting, la semaine française, la semaine belge, la semaine italienne, la semaine de la science et des technologies, et j'en passe. Et j'en profite aussi pour vous informer que du 5 au 11 octobre prochain, donc nous aurons au niveau de l'African Diaspora Network in Europe le privilège d'organiser la 4e édition de la Global Diaspora Week avec comme invités principaux la commissaire européenne en charge notamment des questions de développement, mais aussi le ministre togolais des Affaires étrangères et le secrétaire d'État des Sénégalais de l'étranger. Super, Henri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le thème de cette soirée, c'est le diaspora. Réussir son intégration en RDC. En fait, comment se préparer et comment réussir, améliorer son intégration en RDC. Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que d'abord, la première chose à dire, c'est que c'est vraiment le moment, c'est notre temps. Hein? Nous avons un président qui vient de la diaspora, qui était connu à l'extérieur de son pays et donc qui nous a, entre autres, encouragés à redescendre sur le terrain. La deuxième raison, c'est que on n'a pas nécessairement entendu les nouvelles autorités, mais depuis 5, 10, 15, 20 ans que je retourne sur le Congo, je remarque qu'il y a de plus en plus des personnes de la diaspora qui, comme moi, qui, comme nous, reviennent de temps en temps dans leur terre natale et qu'ils, au travers d'expériences, parfois aussi au travers d'échecs, vivent sur le territoire congolais. Et donc, je me disais aussi, la troisième raison, c'est parce que beaucoup de gens se posent la question, mais le Congo, ça ne va pas. On entend des nouvelles de part et d'autre, la situation économique, la situation sociale, etc. Donc, il y a énormément de remous et on parlera peut-être aussi de l'émergence des réseaux sociaux qui parfois extrapolent et parfois
accentue des futilités, alors que la réalité est tout à fait autre et tout à fait contraire. Et donc, et puis autour de nous, la quatrième raison, c'est qu'autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Diaspora, oui, on a fait notre temps en Europe parce qu'on se rend compte aussi que la plupart ont fait leur temps, la plupart, on a eu un travail, on a eu des enfants, les enfants ont grandi, on est déjà peut-être un peu plus disponible. Et donc, c'est vraiment le moment de pouvoir s'intégrer, de pouvoir investir, de pouvoir retourner au pays. Et donc, lorsque vous écoutez le témoignage de mes amis, de nos orateurs aujourd'hui, vous vous rendez très bien compte qu'ils ont cette expérience. Ils sont rentrés, ils ont essayé des business, d'autres ont réussi, d'autres ont échoué, ils se sont relevés, ils ont continué. Émilie nous disait si bien qu'elle est tellement amoureuse du Congo que pour elle, c'est jusqu'à la mort. Donc, que le Congo le veuille ou pas, elle doit réussir au Congo. Donc, voilà, elle a sa destinée, elle a sa vision. Et je sais que Sandrine aussi est engagée dans des énormes projets pour la revalorisation, pour la recapitalisation du capital humain, du business simplement. Et je connais bien évidemment le travail et le travail gigantesque qu'est en train de réaliser mon homonyme Henri Désiré. Et donc, c'est fort de tout cela que l'on s'est dit, effectivement, aujourd'hui, on ne pourra pas faire la synthèse de toute la diaspora et ce n'est pas notre but. Mon but et le but de la masterclass, c'est vraiment un échange d'expériences, c'est les échecs analysés, c'est les expériences sur le terrain, comprendre les expériences sur le terrain pour pouvoir donner des pistes de solutions, des pistes d'ouverture, des chemins non encore peut-être utilisés au travers de toutes ces expériences, au travers de tous ces échecs. Et donc, c'est un peu ça le but de la masterclass. D'ores et déjà, je vous préviens qu'il y en aura 3 sur le sujet de la diaspora. À la fin de chaque mois, j'aurai différents orateurs qui nous rejoindront et avec lesquels nous pourrons traiter je dirais, de la quintessence de cette question sur la diaspora. Donc, sans plus tarder, je laisserai à Émilie de lancer les débats. De par ton expérience, de par ce que tu as vécu, voilà, essaye de nous montrer un peu, de voir comment toi tu vois les choses, sans oublier, et c'est peut-être une question que nous avons traitée un peu lorsque nous avons préparé cette masterclass, c'est il y a beaucoup de la diaspora sont dans l'inconnu. Et quelqu'un nous disait même que, au fait, souvent, lorsqu'on retourne sur le terrain, on ne sait pas en fait sur quel pied danser lorsqu'on retourne sur le terrain. On ne sait pas si c'est pour voir la famille, pour faire plaisir à des amis, pour, en tant qu'homme d'affaires, essayer de prospecter le marché. Et donc, on a un peu cette multicasquette qui n'est pas nécessairement bénéfique. Et je pense qu'au travers des 3 témoignages, on pourra essayer d'avancer sur la question. Émilie, c'est à toi. Alors, lorsqu'on préparait la réunion, donc on en avait un peu parlé en long et en large. Je veux donner un témoignage, ce qui est assez personnel. Certains y trouveront quelque chose, d'autres pas, mais ce n'est pas ce n'est pas le mode d'emploi absolu que les gens doivent utiliser. Encore une fois, chacun a sa façon de faire et chacun a sa vision des choses. Donc, ça dépend d'une personne à une autre comment on veut arriver à ses fins et on y arrive. Donc, moi, je veux dire, donc, premièrement, la première fois que moi, je suis arrivée à Kinshasa, c'est en 2010. 2010, donc
Contrairement aux autres qui ont connu Kinshasa et autres, moi, je n'ai pas grandi à Kinshasa. Je suis née au Kasaï oriental, à Mbujimaï exactement. Et à l'âge de 2 ans, j'y avais quitté et j'ai grandi à Kisangani, où je quittais le Congo en 94 pour n'y revenir qu'en 2010. Et en 2010, je découvre Kinshasa pour la première fois. Donc, je devais trouver mes marques, je devais savoir comment ça fonctionne et tout ça parce que, bon, on est perdu, on ne sait pas. Et puis à Kinshasa, il y a un mélange qu'il n'y a pas ailleurs. Quand on vit dans les provinces, on ne se rend pas compte. Kinshasa, beaucoup de gens ont la facilité à Kinshasa qu'il n'y a pas ailleurs, dans les autres provinces. Aujourd'hui, j'ai sillonné les provinces, enfin une ou deux, et je me rends compte, déjà qu'en vivant à Kisangani, je me suis rendu compte de la différence qu'il y a à Kinshasa. Alors, il y a beaucoup de gens qui arrivent qui se pose cette question-là de... D'abord, c'est l'inconnu pour tout le monde. Moi, j'ai utilisé la formule où quand je suis arrivée en Belgique, je suis arrivée à l'inconnu. Je ne savais pas sur quel pied danser. On m'a montré sur quel pied il fallait danser. J'ai dansé sur ce pied-là et en prenant mes marques, en suivant mon rythme et en essayant de suivre le rythme et quel genre de musique m'intéressait le plus, j'ai avancé avec ça. Donc, exactement la même chose qu'on a fait au Congo parce que il y a beaucoup de gens qui arrivent avec l'idée de l'Europe. On arrive avec l'idée de l'Europe, on dit, oui, voilà, moi j'ai vécu à Paris c'est comme ça. Mais en Europe, on a 4 saisons, au Congo, on en a 2. On n'a pas les mêmes choses. Moi, je dis aux gens qui disent, oui, mais en Belgique, ça ne se passe pas comme ça. La Belgique fait 80 fois le Congo. C'est déjà un problème. On a beaucoup plus de ministres. Pardon? Le Congo fait 80 fois la Belgique. Non, non, c'est le contraire. C'est la Belgique qui fait 80 fois le Congo. Voilà. Oui. Donc, la différence est énorme. Ils peuvent avoir 10 ministres, on peut en avoir 20, 30. Bon, c'est différent. Le système est différent. La politique est différente. Donc, tout est différent. Et quand moi, je suis arrivée personnellement, je ne connaissais pas grand monde. J'avais quelques connaissances que j'ai connues, que j'avais quelques contacts. Mais comme ça se passe, c'est encore autre chose. On arrive. Les mêmes personnes avec qui j'avais des contacts, beaucoup ont disparu. Oui. Donc, je me suis retrouvée, voilà, seule. Et je devais me retrouver, je devais faire quelque chose. Bon, j'étais dans la famille et tout consort, essayer de comprendre. Mais j'avais besoin de comprendre autre chose, des autres personnes, poser des questions. Donc, j'ai essayé de trouver des personnes, même ceux qui essayaient de m'éviter, je leur disais, je veux juste comprendre des choses, je ne cherche rien. Parce que moi, j'ai eu le déclic s'est passé quand je suis arrivée. J'ai dormi à Kinshasa. Le lendemain, moi, je suis arrivée à Kinshasa le 25 décembre 2010. Je suis arrivée le lendemain, je regardais, j'ai dit, moi, je veux vivre au Congo, je veux rester. Je me rappelle, après, j'ai discuté avec mon père, je lui ai dit, non, moi, au Congo, je veux rester. On a eu un différend parce que, bon, il n'y a personne qui comprenait, on me dit, mais tu es folle, tu viens à peine d'arriver, tu ne connais rien. J'ai dit, moi, je vivrai au Congo. Et c'était en 2010, aujourd'hui, on est en 2020, je suis au Congo. Donc, je savais exactement ce que j'ai vu, je savais ce que je voulais, mais ce n'était pas facile parce que personne ne m'a dit comment marcher. Personne ne m'a dit A plus B égale C. Personne ne m'a dit, et bizarrement, on te cache ces infos-là. Et on voit le même système en Belgique aussi, enfin en Occident, quand tu arrives, on te cache l'info ou on laisse d'abord que tu te casses un peu la tête ou tu tombes un peu et puis après, et puis bon. Moi, ça ne me dérange pas de tomber. Au plus je tombe, au plus je prends mes marques. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée là. Et je suis allée pour la première fois aussi au village, voir ma grand-mère. Je suis allée en janvier 2011, j'arrive, je découvre le village. Je me suis rendu compte que c'est apaisant, c'est calme. Les gens vivent bien. Le stress qu'on a en Occident, j'ai vu la différence de stress. Je me suis dit, mais en fait, on fait quoi en Occident? Et donc, moi, le déclic s'est fait assez vite. Maintenant, il fallait trouver un mécanisme, comment m'installer dans une ville, Kinshasa, que je ne connais pas, d'où je n'ai pas de repère, je ne sais pas par où aller. Coach Henri vous dira, beaucoup de fois, on s'est moqué de moi parce que je posais des questions. Excusez-moi, c'est où la halle de la Gombe? Les gens se moquaient de moi. Je ne savais pas où c'était. Quand il fallait aller quelque part, bon, on m'a dit, je me rappelle, je suis allée à la revente pour ouvrir un compte. On me dit, mais vous devez aller sur Bandundu. Moi, je suis partie, je dis, mais cette famille folle, elle me dit d'aller dans la province de Bandundu. Mais l'avenue Bandundu me dit, à la Sonas. Je dis, c'est où? Je connais rien. Donc, je ne connaissais vraiment rien. Et
les gens ne se rendent pas compte. Et j'ai eu deux choses. Les insultes d'un côté, le mépris, parce qu'on dit oui, tu fais la blanche. Alors que je ne savais rien du tout. De l'autre côté, tu es rejeté parce qu'on te traite carrément, on te considère comme un traître. Tu as abandonné le pays, maintenant tu reviens pour reprendre nos boulots. Ça, on me l'a assez souvent dit. Alors, il fallait à chaque fois expliquer aux gens, je vous ai abandonné dans quel sens? Parce qu'au début, je ne comprenais pas, je suis venue, j'ai dit, mais ils sont fous ces gens, je les ai abandonnés. Je devais le prendre avec moi. Moi, tu ne sais pas ce que j'ai vécu non plus. Donc, mais je ne l'ai pas pris comme une menace pour autant. Il y a eu des choses qui ont fait mal parce qu'à un moment donné, tu déprimes. J'ai eu mon moment de dépression. J'ai eu mon moment de dépression parce que je suis rejetée. Et c'est que le peu que tu connaissais t'éclipse. Et donc, tu dois te retrouver toute seule. J'ai posé des questions de gauche à droite. Il y a eu des gens de bonne volonté qui ont accepté de m'écouter, de me dire, de m'expliquer. Parce que je devais d'abord comprendre Kinshasa, comprendre le Congo, comprendre la loi, comprendre le système. Je ne connaissais rien du tout. Je ne connaissais rien, donc je devais comprendre comment ça fonctionne. Et puis après, essayer de faire quelque chose. J'ai commencé à chercher du boulot de gauche à droite. Évidemment, tu vises, j'ai commencé à viser des organismes en disant, voilà, avec un CV. À l'époque, à Bruxelles, je travaillais pour l'Union européenne. Donc, je me suis dit, j'ai l'avantage, le fait que je travaille pour l'Union européenne, ah ben, j'aurai un avantage d'avoir un bon boulot. Ah ben, tiens, ça n'a pas marché. Et j'ai beaucoup cherché. J'ai envoyé une centaine de CV, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Certains, je recevais de réponses et d'autres pas. Et vous savez, il y a encore autre chose qui je découvrais encore une fois, enfin découvrir. On connaît un peu le système. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on le voit différemment. Donc, vous arrivez dans le bureau de quelqu'un qui regarde votre CV, qui vous dit que tout va bien et tout consort. Et puis après, je me rappellerai de choses de ce monsieur dans une banque qui m'a dit, OK, ton CV est bien, mais qu'est-ce que tu m'offres? Et tout bêtement, je lui ai répondu, j'offre mon expertise, j'offre mon temps. Il dit, non, ça c'est bon. Tu es une femme. Qu'est-ce que tu m'offres? Réfléchis, tu es une grande personne. Tu es une femme, tu m'offres quoi? En fait, le temps que je remette la pendule à l'heure, je suis sortie du bureau, j'étais là. Choquée. Mais c'est pas normal. C'était un directeur à la banque. J'étais tellement déçue. Et quand j'expliquais, on me dit, mais ma chère, tu auras ça tout le temps. Mais tout le temps. Donc, tu ne dois pas être choquée pour autant. Ça fait partie des choses. Ce sera à toi de voir. Il y a eu des gens qui m'ont encouragé de le faire en me disant, écoute, tu veux quelque chose? Bah, il y a la promotion canapé qui existe. Et donc, j'ai vu des gens le faire. À un moment donné, quand tu te retrouves vraiment, tu es dans le besoin, tu te poses des questions. Mais moi, c'était personnellement pas dans ce que je pensais dans mon optique ni dans mes principes. Donc, je disais, je préfère trimer jusqu'au jour où quelqu'un va découvrir mes compétences. Ça n'a pas empêché, j'ai continué à faire des va-et-vient. J'ai découvert le Congo petit à petit. Je suis venue en 2011, je suis revenue. J'ai fait 4 mois, je suis repartie. En 2012, je suis revenue. En 2013, 2014, j'ai fait ça. Et puis en 2015, je décide de m'installer. En 2015, je m'installe en me disant maintenant, je connais assez, enfin un peu mieux, ça va aller. En 2015, je découvrais vraiment le Congo parce que j'habitais dans la ville maintenant. Il fallait vraiment connaître tout et tout. C'était pas très facile, c'était pas facile pour autant. Et j'ai commencé à chercher ce qu'il fallait faire. J'ai compris que pour entrer dans un bureau, on m'a dit qu'il fallait des pistons. Parce qu'on n'engage pas selon les CV, on engage selon les pistons. Et les organismes internationaux ou les sociétés étrangères, c'était aussi assez difficile. J'ai passé beaucoup d'interviews dans les agences de recrutement ici. On te disait, soit oui, ton CV, écoute, tu nous coûtes trop cher et tu vas me coûter cher, ou soit tu acceptes autant. À un moment donné, c'est vrai qu'on se dit, il ne faut pas refuser un certain montant parce qu'on vient de l'Europe et tout. Mais des fois, on te commençait à un montant où tu ne pouvais même pas payer ton loyer. Oui. Donc, voilà. Et je suis restée. Malgré ça, je suis restée. Le jour où j'ai décidé de quitter la Belgique, en 2015, j'ai pris toutes mes affaires. J'ai vidé l'appartement, j'ai pris toutes mes affaires. Je suis partie. Je suis arrivée, j'ai dit qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe, mais c'est ici.
Je me rappellerai toujours mon père qui me disait, écoute, tu peux faire petit à petit. Je dis non, cette fois-ci, je me jette à l'eau. De toute façon, la Belgique, j'en avais jusque-là. Je suis partie. Donc, bon, il y a eu d'autres problèmes et tout, mais je n'ai pas voulu rester, je suis partie. Et je me rappelle juste, il m'a dit, si un jour ça ne va pas, appelle juste, on va te trouver un billet, on va se cotiser s'il faut pour que tu rentres. Mais ne perds pas la tête à Kinshasa. Et je me suis retrouvée ici quasiment seule. Le reste de ma famille était en Belgique. Et ça, c'était le plus dur. Parce que la pression qu'il y a ici, et ce que tu cherches, tu ne trouves pas. Tu es resté dans un sens parce que tu es de la diaspora et tu as bien vécu, tu as eu tout ce que... Parce que les gens ont cette idée-là de la diaspora. Tout le monde vit très bien. En même temps, en parlant avec les gens, j'ai compris. Souvent, je parle avec les gens, je leur explique la réalité de l'Europe. Ils disent, mais non, ce n'est pas ce qu'on voit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vendent des rêves. Il y a des gens qui leur vendent d'autres choses en disant, non, l'Europe, c'est ceci. Quand tu arrives aujourd'hui, demain, tu as de l'argent. Quand tu arrives, tu as les CPS en Belgique, donc les SMIC en France. Quand tu arrives, tu as ceci. Mais il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, je connais, ça fait 30 ans, qui n'ont déjà pas de papier. Donc, même le CPS en question, ils ne l'ont pas. Mais ils ne leur disent pas, on leur continue à le faire rêver. C'est comme ça qu'on a d'ailleurs ce problème de migration où on n'arrive pas à dissuader des gens, malgré qu'ils se font vendre comme des esclaves, on n'arrive pas à les dissuader parce qu'il y a un rêve que certaines personnes leur ont vendu. Et ils ne le voient pas autrement. Le rêve, c'est un jour, moi aussi, j'irai en Europe, un jour. Et beaucoup sont morts sur la route. On connaît l'histoire. Lampedusa est là, on sait combien. Pardon? Je sais, Émilie, que dans ton histoire, tu as à un moment donné quand même été manager d'un restaurant. Tu as créé ton restaurant. Oui. Parce que oui, justement, voilà. tu avais découvert tes talents, enfin, tu connaissais ton talent et tu t'es dit, ben, OK, avec tout ce que je suis en train de vivre ici, c'est peut-être que je puisse m'engager dans quelque chose que je maîtrise, que je connais. Et pendant quelques années, tu as fonctionné en tant que... Oui. Mais en fait, le restaurant, je ne l'ai pas commencé au Congo, je l'ai commencé à Bruxelles. Oui. Ça, je l'ai commencé d'abord à Bruxelles. Ça fait partie. La restauration, l'hôtellerie, c'est une passion pour moi. Donc, je le fais comme c'est vraiment une passion. Qu'un jour, bon, en travaillant, j'ai décidé d'aller dans une école d'hôtellerie. J'ai appris, je voulais apprendre la technique, comprendre la technique et tout ça. J'ai toujours aimé faire à manger en grande quantité ou en petite quantité. Et j'aime beaucoup la décoration des plats. Alors, j'ai voulu aller à l'école, j'ai appris à faire ça. Et je me rappelle, quand j'ai fini l'école, il y a une personne qui m'a contactée, d'ailleurs via Facebook, parce qu'il voyait toujours la nourriture que je mettais. J'avais une page de cuisine où je publiais toujours toutes sortes de nourriture que je faisais et décoration de plats. Et cette personne m'a contacté un jour. Je me rappelle, j'étais à Paris en vacances. La personne me dit, écoutez, madame, je voudrais qu'on se rencontre, qu'on parle, j'ai un projet de restaurant. Voilà. Et Gis Mukenge, bon, un jour, je dis, OK, on a parlé un petit peu. Il m'a dit, écoutez, ça doit commencer le 1er octobre. Et moi, ça commençait il me dit le 1er août. Et moi, le 28, j'étais à Paris. Donc, j'ai pris mon train. Je suis revenue à Bruxelles. On a parlé le 1er, on a ouvert. On s'est entendu. Et on a commencé. Et c'était sur la 412 avenue Louise. Donc, on a fait notre exploit. On a commencé à zéro. On a misé sur le talent, le savoir-faire, mais on avait dit qu'on travaillerait à perte. Et le premier mois, on était surpris, on a fait un boom et on a continué. Et puis après, chacun a pris son chemin. Et moi, je suis venue au Congo, donc voilà. Et quand je suis arrivée ici, en cherchant du boulot aussi, comme je ne trouvais pas, et je regardais, parce que j'allais dans les restaurants, on voyait les restaurants étrangers, si je peux dire. On voyait la présentation, c'était les restaurants des Blancs, des autres qui prenaient soit il y avait des autres restaurants indiens qui avaient des cuisiniers blancs qui faisaient. Mais quand on voyait les restaurants congolais, la présentation, moi personnellement, ça ne me plaisait pas. Vous aviez dans les Maléois, vous aviez même, on vous donnait toujours. Et en fait, le déclic, je l'ai eu quand on est parti chez Flore, le restaurant Flore. La nourriture que j'ai vue sur la table, ça m'a traumatisée en fait. Mais cette quantité de nourriture, mais voilà. Et je me suis dit, tiens,
intéressant. Alors, j'ai décidé de commencer quelque chose. Je me suis associée avec quelqu'un qui avait déjà commencé un restaurant qui ne marchait pas. J'ai récupéré le restaurant et je lançais mon concept. C'était un peu afro, comment on peut dire, afro-fusion. Donc, il y avait... c'était la nourriture congolaise que je travaillais avec des méthodes européennes, la présentation et tout consort. Et ça, sincèrement, je l'ai fait parce que je voulais non seulement avoir une activité, mais ça a pris l'ampleur, une autre ampleur. Entre deux, avant même de commencer les restaurants, j'ai été contactée par une salle de fête, fête par fête, et la dame m'avait contactée pour l'aider avec des événements. Donc, je vais coordonner les événements et tout consort, et puis coordonner la cuisine. Donc, je commençais par là, et je me suis rendu compte du potentiel qu'il y avait. Le potentiel qu'il y avait dans l'événementiel et tout consort. Et ça m'a intéressée. Donc, je travaillais avec elle pendant un moment. On a organisé des événements, des mariages et tout consort. Il y a eu des grands... un des plus grands événements, c'était la conférence du Grand Lac. Et ça, c'est moi qui ai géré cet événement du début jusqu'à la fin et tout consort. Et j'ai trouvé, je me suis dit, tiens, j'ai vu tous les étrangers qui sont venus, les gens du Grand Lac, qui posaient des questions sur la nourriture. Par exemple, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Toutes les personnes qui étaient là n'étaient pas capables de répondre. J'ai vu un Kenyan qui demandait les légumes. Ça, c'est quoi? On lui dit légumes verts, les légumes verts. Il disait, what is légumes verts? What do you mean? C'est quoi légumes? Je regardais, je dis, mais écoutez, c'est l'amarante. On appelle ça amarante. Je dis au monsieur, quand tu dis légumes verts, les restes ne sont pas rouges. Le poindou est vert aussi. Donc, il faut donner le nom. Et je me suis rendu compte déjà, les noms des légumes, ben, on ne les a pas. En fait, on les a dans nos langues. Mais en français, on ne pouvait pas dire. Et je me rappelle quand j'ai dit, il me dit, mais ça s'appelle comment amarante? Et la personne qui expliquait, et celui qui demandait, les deux découvraient le nom. Et j'explique c'était quoi. Et dit, ah, mais on le mange avec quoi? J'ai dit, c'est un légume qui s'accompagne avec le tout. Et le customer service, donc le service client, je me suis rendu compte, c'est la première des choses, je me suis dit, c'était au niveau 0. Ça, je l'ai eu déjà, je me rappelle quand je suis allée à la banque, j'ai failli carrément taper quelqu'un parce qu'elle m'avait mis dans tous mes états. Mais je me suis rendu compte de la première chose, customer service, 0. Tu permets qu'on puisse y revenir après? On va écouter un peu le témoignage d'Henri. Comme ça va peut-être compléter et on va poursuivre. Merci beaucoup en tout cas, Émilie. Voilà. Oui, merci Émilie pour ce témoignage et je suis sûr et certain que pas mal de monde se retrouveront dans ce que tu as évoqué, même s'il est vrai, à chacun effectivement son expérience. Je crois que lorsque l'on parle de s'intégrer dans son pays d'origine, il faut revenir, passez-moi l'expression, aux origines. Qu'est-ce qui motive le fait que l'on décide de rentrer tout simplement dans son pays? C'est un processus psychologique qui n'est pas forcément évident, puisqu'il faut à la fois en évaluer les risques, peser le pour et le contre, avec évidemment des interrogations de type existentiel. Que vais-je devenir? Où vais-je aller? Serai-je bien accueilli? Comment vais-je trouver la situation? Vais-je pouvoir m'intégrer? Autant de choses qui se posent avec acuité et qui s'imposent d'une certaine manière et pour lesquelles il faut effectivement se déterminer. Je pense que en schématisant les choses, nous pouvons envisager 3 types de retours. Il y a un premier type de retour qui est le retour volontaire, qui se fait sur une base volontaire à la suite d'un constat selon lequel, eh bien, les perspectives d'avenir ne sont peut-être plus aussi évidentes dans le pays d'accueil et que par conséquent, un repli dans le pays d'origine peut être effectivement salutaire. Vous avez le retour contraint et forcé qui peut parfois être la conséquence d'une expérience personnelle douloureuse, de circonstances très particulières et qui effectivement vous amène à quitter ce pays d'accueil qui vous a d'une certaine manière choyé, pouponné ou parfois même fait du mal, parce que ça aussi, malheureusement, ça arrive et qui justifie effectivement que l'on décide de rentrer dans son pays d'origine, une sorte de refuge, en fait, si je puis m'exprimer ainsi, avec la possibilité éventuellement de retrouver les siens. Et puis, vous avez le retour de type organisé, celui qui a été, je dirais, mûrement réfléchi, mais qui surtout peut être la conséquence d'une opportunité
qui vous a été offerte ou que vous saisissez tout simplement, mais qui, au final, peut générer un retour dans le pays d'accueil. À titre personnel, j'ai, on va dire, expérimenté la première et la troisième formule. La première parce que, avant de rentrer au pays, j'ai d'abord eu une activité en Belgique qui était orientée vers le pays d'origine, ce qui m'a naturellement permis, pendant 4 ans notamment, d'effectuer quasiment tous les 2 mois l'aller-retour sur Kinshasa pour précisément suivre l'évolution de cette activité. Cette activité était d'une nature très particulière puisqu'il s'agissait de permettre aux Zaïrois de l'époque, hein, là nous sommes en 1992-96, de pouvoir envoyer du courrier, envoyer des marchandises, envoyer de l'argent aux Zaïres de l'époque qui deviendra par la suite la RDC. Donc, offrir en fait à la communauté, à la diaspora zaïroise, congolaise de l'époque, un moyen de pouvoir rester en contact avec les siens dans le pays d'origine. Ce qui nous a permis, mes amis et moi, de pouvoir déployer cette activité, pas seulement en RDC, dans notre pays d'origine, mais aussi en Afrique du Sud, en France, en Allemagne et en Angleterre, où nous avions effectivement des correspondants qui, très vite d'ailleurs, trouvant un intérêt certain pour l'activité, ont créé tout simplement leur propre activité. Le deuxième type de retour, et cela est beaucoup plus récent en ce qui me concerne, ça a été cette opportunité de pouvoir aller travailler au pays, notamment à la présidence de la République, puis au ministère des Affaires étrangères. Là, nous sommes en 1997-98, cela fait bientôt 23 ans maintenant, à la faveur effectivement d'un changement de régime où il y avait des tâtonnements, mais aussi une recherche. On parlait de capital humain tout à l'heure, on recherchait en termes de ressources humaines des hommes et des femmes qui pouvaient accompagner ce nouveau mouvement, cet élan, ce nouvel espoir qui semblait naître à la suite de l'arrivée du régime des Kabila. Et donc, effectivement, j'ai fait le pari d'y aller parce que ce n'était pas forcément évident, mais c'était une opportunité, effectivement, de me mettre au service du pays, je dirais à un niveau un peu différent, un niveau institutionnel. Et je ne l'ai pas regretté puisque durant ces 5 années, entre 1997 et fin 2001, début 2002, je me suis retrouvé au cœur de bon nombre d'événements qui ont eu un impact considérable sur le quotidien des Congolais, notamment en négociant des accords de paix dans la sous-région, en période de guerre. Et là, nous sommes vraiment dans une pratique efficace et je dirais cohérente de la diplomatie, avec ce que cela implique évidemment comme relation à la fois entre individus, mais surtout entre États. Et c'était très exaltant de pouvoir sentir effectivement que l'on travaillait dans l'intérêt bien compris du pays. Alors, lorsque cet intermède, cette parenthèse s'est terminée, j'ai décidé de retourner en Belgique, en gardant un pied évidemment dans le milieu diplomatique, puisque depuis cette période-là, depuis environ une vingtaine d'années, j'ai continué via mes consultations au niveau de l'Institut royal des relations internationales, mais en déployant aussi une activité média qui me permettait de continuer précisément à valoriser le potentiel de mon pays en particulier, mais surtout de l'Afrique en général, ce qui a débouché par la suite, et ça a toujours été une obsession chez moi, de pouvoir trouver un moyen de sortir des clichés habituels lorsque l'on parle du continent africain en général, mais surtout du Congo en particulier. Alors, première étape, évidemment, ça a été la promotion, la création d'un espace culturel, l'espace Oshola, avec ma partenaire Christiane Akpolé-Bilitan, qui est de nationalité béninoise, et avec qui nous avons décidé de nous servir du vecteur communicationnel qu'est la culture pour valoriser cette image positive de l'Afrique. Alors, évidemment, dans un coin de ma tête, il y avait aussi un focus sur la RDC et depuis quelques années, effectivement, j'ai réussi d'une certaine manière à pouvoir me retrouver, je dirais, au cœur de certains grands événements qui nécessitaient notamment l'apport extérieur d'un consultant ou d'un professionnel des médias qui pouvait accompagner les choses. Et cela me permet donc, depuis, on va dire, quelques années maintenant, de pouvoir
de manière régulière, me retrouver au pays, tout en gardant évidemment un pied en Europe pour justement faire ma part. Alors, il y a un élément très important qu'il faut ajouter. La décision de rentrer, c'est une décision qui est personnelle, mais qui peut aussi avoir des conséquences sur votre vie familiale. Je prends souvent mon exemple lorsque j'évoque effectivement le retour au pays. En fait, cela s'est fait par le biais de mon épouse qui, il y a 6 ans maintenant, a décroché brillamment d'ailleurs sa thèse de doctorat en droit à l'université de Gand et qui un jour m'a dit, écoute, moi, j'ai envie de rentrer au pays, j'ai envie d'enseigner. Et je n'ai pas du tout réfléchi en fait à ma réponse parce qu'elle était évidente. Pour moi, il était clair que l'épanouissement personnel de mon épouse passait avant le reste et que par conséquent, c'était aussi une occasion pour moi de pouvoir l'accompagner dans cette volonté exprimée d'aller travailler au service du pays, effectivement, mais surtout pour être dans le processus de formation, d'accompagnement de ce capital humain dont nous parlons à travers l'éducation, à travers tout ce qui est question académique. Et donc, depuis 6 ans, mon épouse et moi-même, eh bien, nous vivons, on va dire, séparés entre guillemets, puisqu'elle est en permanence ici, en RDC, mais j'effectue régulièrement l'aller-retour, puisque professionnellement, j'ai un certain nombre d'engagements, mais qui, en fait, n'ont aucun impact finalement sur le fait d'être présent plus souvent ou pas. En réalité, je vis cette réalité au quotidien depuis 6 ans maintenant, avec la satisfaction de pouvoir contribuer d'une certaine manière, à ma façon, bien évidemment, à, je dirais, la promotion de l'image de ce pays avec des gens comme Émilie, comme Sandrine, comme toi-même, Henri, ont envie effectivement de partager une expérience qui puisse être, je dirais, le plus profitable à tous. Alors, je voudrais juste conclure en disant ceci. Ce que l'on attend très souvent en tant que membre de la diaspora lorsque l'on rentre au pays, c'est un peu plus de soutien des pouvoirs publics lorsque l'on décide de s'engager sur une voie entrepreneuriale, en termes d'activité, qui peut être commerciale, éducative ou autre. Malheureusement, il faut bien le dire, on a l'impression parfois, même si la diaspora n'est pas exempte de tout reproche, puisqu'on sait très bien, il y a une vingtaine d'années, que certaines personnes issues de la diaspora ont eu à cœur, malheureusement, de dégrader cette image de la diaspora. Mais il faut savoir que cette diaspora, dans son ensemble, elle est extrêmement attachée à son pays d'origine et ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui donne les moyens de pouvoir aider ce pays. Malheureusement, ces moyens-là ne sont pas toujours offerts, donnés, accordés, parce que, c'est vrai, pour une raison que l'on peut peut-être comprendre, mais qui devrait, à mon sens, être, je dirais, battue en brèche, il y a une préférence ou en tout cas un avantage certain qui peut être accordé à un autre type de personnes issues ou originaires d'autres pays qui, à tort ou à raison, ont peut-être plus de moyens que ceux de la diaspora pour investir dans le pays. Le capital humain, et j'en finirai par là, c'est très important, le développement du capital humain de la République démocratique du Congo passe aussi et surtout par une plus grande responsabilisation de la diaspora, mais surtout une acceptation des compétences de cette dernière. Du 2 au 3 octobre prochain, au Pullman, aura lieu le sommet Nkelo Bantu. Je serai à la fois panéliste et modérateur, et ce sera aussi une occasion de nous interroger, non seulement sur l'apport de la diaspora, je dirais, dans ce processus de développement du pays, mais surtout nous interroger sur ce potentiel que représente la diaspora et qui ne demande qu'à s'exprimer. Merci beaucoup Henri. Et je vois déjà par ces 2 témoignages l'importance de la diaspora et l'importance de notre bonne préparation. Au travers de vos exemples, on comprend bien que cela ne se fait pas d'une baguette magique, mais qu'il faut une préparation, il faut aller sur le terrain. Et je pense, comme moi je suis surtout dans les principes, dans les valeurs de succès,
il nous faut beaucoup d'humilité. Et de par vos deux témoignages, je vois vraiment qu'il faut beaucoup d'humilité, hein, ne pas y aller comme connaissant tout, maîtrisant tout, mais qu'au travers de notre humilité, de notre simplicité, on peut arriver à rencontrer les gens favorables à notre émancipation, si je puis dire, sur le terrain. Je voudrais que Sandrine, qui traite un peu de tous ces problèmes de gestion humaine, gestion des ressources humaines, de gestion organisationnelle, un peu aussi ce que tu as vécu, si tu peux nous en dire un peu plus et peut-être déjà cadrer une certaine, des certaines, comment je pourrais dire, une certaine voie à suivre, peut-être, Sandrine? Oui. Merci beaucoup encore pour cette transmission. Et ce que j'apprécie, c'est que, comme a pu amorcer Henri et sous une autre forme Émilie, à Diaspora, chaque parcours est une histoire et un témoignage à part entière. Et je pense que si, sous la forme que ça prendra, ça sera soit de multiples vidéos ou un ouvrage, ou ne fût-ce qu'un événement où il y a encore plus de témoignages comme ça, je pense que ça fera du bien que de ne pas stigmatiser et de considérer qu'il n'y a qu'un seul parcours et qu'une seule voie de réussite. Et pour ma part, mon histoire est également différente et ce que j'apprécie ce soir, c'est de dire que moi, j'ai un amour transmis de la RDC. Dans le sens où, comme on va parler avec nos expressions de locaux, je suis une série 8. Et ce qu'on appelle série 8, c'est cette génération d'enfants pour beaucoup qui sont nés au Congo, mais qui se sont retrouvés en Europe par le berceau. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée en France, j'avais moins de 3 ans, tout en étant née à Kinshasa. Wow. Et la première fois que j'ai remis les pieds à Kinshasa, c'était en 2012, j'avais 31 ans. Et ce retour sur la terre de mes ancêtres m'a fait vivre physiquement ce que l'on appelle physiologiquement, et que si personne ne l'a vécu, je ne sais pas si on pourra me comprendre, j'ai été estomaquée. Et ce qu'on appelle estomaqué, en réalité, c'est le fait d'avoir un trou dans l'estomac. Donc, si on a un trou dans l'estomac, c'est que l'air ne passe plus. Et j'ai atterri à Njili en juillet 2012. Et là, j'ai découvert un pays qui était loin de toute l'imagerie que je pouvais avoir et encore bien différent de ce que les médias pouvaient transmettre. Et ça, déjà, c'est une première chose et une recommandation. Il n'y a rien de plus fort que l'expérience. Donc, parce que j'ai été sur place, je témoigne en tant que personne qui a vécu les choses. Et dès ce moment-là, ce n'est pas uniquement un amour profond, personnel, qui n'était plus transmis par mes parents et mes ancêtres, c'était un amour de décision. C'est-à-dire que j'ai décidé d'aimer le Congo dans son imperfection. Parce que vous pouvez imaginer les yeux d'un enfant qui a toujours vécu en Europe, dans une certaine perfection, et qui découvre des territoires parfois chaotiques, que ça soit au niveau des trottoirs, que ça soit au niveau des infrastructures, que ça soit au niveau du confort. Donc, là, on ne peut que croire au fait que aimer est une décision. Parce que lorsque là, on est dans l'émotionnel, on voit l'imperfection des choses. Et c'est à ce moment-là que mon premier retour, qui est un retour demandé, parce que ce premier voyage a été fait avec ma maman, parce que pour elle, il était important de dire j'ai déraciné cet enfant à l'insu de son plein gré, et son premier retour doit se faire avec moi, maman. Ensuite, j'ai fait ce que l'on dit ma mission. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je devenais totalement indépendante dans mon choix et dans mon rapport à mon pays de naissance. Et mon premier voyage, qui peut être considéré comme
un retour pour des raisons familiales et touristiques, c'est ce qu'on indique dans le passeport, a été renouvelé par plusieurs voyages pour motifs familiaux. Et à chaque retour, c'était mon cœur qui s'emballait en disant « Moi, je veux retourner au Congo. Moi, je veux retourner au Congo. » Et une décision qui était très incomprise autour de moi parce que j'avais, et ça c'est vraiment, là je reprends par rapport au témoignage de Henri, le fait d'avoir des attaches. Le fait de se dire qu'en fait, on ne se rend pas toujours compte que quand on prend cette décision, il y a un prix à payer. Et ce prix-là, ben, c'est un prix que moi, pour ma part, c'était de déconditionnement. Il était pour moi nécessaire de me rendre compte que j'avais vécu avec un certain état d'esprit européen et que si je souhaitais m'intégrer au Congo, il était nécessaire que j'adopte un nouvel état d'esprit. Et celui-ci est avant tout celui de fait de ne plus comparer. Ça a été difficile. Pendant très longtemps, pourtant, je revenais au pays par mon propre gré, mais je comparais. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu plusieurs expériences, plusieurs rencontres qui m'ont fait comprendre que j'aurais des difficultés à m'intégrer si je continue, en plus avec mon accent très francophone, à en plus avoir cette posture très arrogante, de venir, de critiquer et de penser que je sais mieux. Et à ce moment-là, vu que j'ai rencontré des personnes très bienveillantes, ben, j'ai été reçue dans une pédagogie de ce territoire. Il est le tien, tu en es héritière, mais avec le temps, il va falloir que tu puisses en faire tienne ta propre histoire, que ce ne soit plus l'histoire des parents, l'histoire des grands-parents, mais l'histoire de Sandrine et de la RDC. Et je pense qu'on ne peut pas offrir au monde autre chose que ce que nous sommes nous-mêmes. Et lorsque je suis retournée au Congo en 2012, j'étais salariée en France. Et à ce moment-là, mon envie de retourner, c'était avec des lettres de motivation et un CV. Donc, j'avais le souhait de revenir en RDC en tant que demandeur d'emploi. Et mes multiples allers-retours, donc de 2012 à 2013, 14, 16, 17, a fait que lors de mes différents allers-retours, ma vie se transformait en France. Je devenais entrepreneur en France. Donc, j'avais ma vision qui évoluait et j'étais désormais une personne qui souhaitait être une créatrice d'emploi pour mon pays de naissance. Et j'ai mis en place tout un parcours de développement de réseau, de développement d'opportunités pour moi-même, pour que ma structure puisse caler à mes aspirations de vie personnelle. Je ne souhaitais plus être demandeuse, mais je souhaitais être offreuse d'opportunités. Donc, au départ, offreuse d'opportunités pour moi-même, donc créer une vie qui me corresponde sur place, mais être ce pont nord-sud. Car au fond de moi, je fais partie, comme je disais, de cette série 8. Et les séries 8, nous sommes des métisses culturelles. Nous avons totalement adopté la culture de la rive nord occidentale. Oui. Et en même temps, désormais, nous décidons de rentrer dans un pays que nous n'avons peut-être pas connu, mais qu'au fond de nous, nous souhaitons être au service. Et aujourd'hui, ce que je trouve très important, c'est le fait de se dire qu'il y a tout un processus psychologique de réappropriation qui est réellement importante. Et pour ma part, la fausse croyance, si je peux m'exprimer comme ça, qui a été assez longue, c'est de penser que j'allais avoir des facilités d'intégration par ma famille. Donc, cette anecdote de « un oncle va m'aider à avoir du travail », j'y ai cru aussi à un moment donné. C'est jamais arrivé. Pourtant, ça aurait pu, mais ce n'est pas le cas. Avec mon beau CV et mes très beaux diplômes sur le papier, j'allais être recrutée par une entreprise sur place. Ça n'est pas arrivé non plus. Et dès lors que j'ai pris la posture de celle qui était au service, donc à me présenter en étant disponible dans mes capacités de consultance,
d'être disponible dans mes capacités d'assistanat, de dire je suis au service. Mais là, les portes se sont ouvertes, des portes de personnes qui se sont positionnées en mentors, des mentors féminines, des mentors masculins, des personnes qui comprenaient que j'avais la posture de la personne qui voulait apprendre. Et donc, j'ai appris à découvrir les codes, à découvrir, et je pense qu'on le minimise, mais une femme européenne et une femme africaine n'a pas les mêmes codes. Et sur le coup, j'ai pu à plusieurs reprises faire des faux pas, non par manque d'éducation, mais par manque de connaissances. Et je pense que le fait d'être bien entouré est un autre conseil que je pourrais demander à mes compatriotes, à mes frères, à mes sœurs congolais, c'est de vraiment développer cette je ne sais pas le mot humilité, mais je dis ce comportement et attitude qui est le fait de dire ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Le pays a changé, les attentes sont différentes. Désormais, est-ce que, voilà, souvent on parle aussi de Congolais de l'intérieur, Congolais de l'extérieur, on ne parle pas toujours que de diaspora, mais les Congolais de l'intérieur ont énormément à nous apprendre pour qu'il y ait ce rapprochement-là affectif. Parce que c'est vrai que dans le témoignage de Émilie, je l'ai ressenti aussi, je l'ai vécu aussi, nous ne sommes pas toujours les bienvenus par le fait de parfois se comporter comme si nous étions dans un terrain conquis. Nous ne sommes pas attendus et avec le temps et ce besoin au fond de moi qui est de contribuer et donner du sens à ma vie, aujourd'hui c'est moi qui ai besoin de la RDC, c'est moi qui ai besoin du continent africain. Exactement. Et d'être reçu des miens me fait énormément de bien, mais pour cela il y a une posture d'accueil et de disposition à servir qu'il est bon que nous puissions développer avant d'arriver au pays ou tout en étant sur place. Super, super. En tout cas, un grand merci. Et là, je pense qu'on est réellement rentré dans le vif du sujet. Vous allez ainsi vous rendre compte que, oui, diaspora, mais diaspora sur le terrain, il faut une préparation. Et il faut vraiment une préparation. Et la préparation, ça ne veut pas dire les conseils de la famille. Parce que les conseils de la famille sont parfois aux antipodes de ce que toi, tu dois réellement réussir ou de ce que tu dois réellement entreprendre. Et la famille a une idée derrière la tête parce qu'ils te voient comme une source, ils te voient comme le gars plein de ressources à tous les niveaux. Et donc, ils se disent que voilà, nous avons notre homme ou notre femme solution et voilà, on va lui dire, il va aller, il sera politicien, il sera député, il aura tout l'argent qu'il faudra. Non, je pense que, comme l'a si bien dit nos orateurs, il faut qu'on commence à réfléchir autrement notre approche de la diaspora, surtout notre intégration sur le terrain. Il faut qu'on commence à s'y préparer. Se préparer, comme l'a si bien dit Sandrine, avec une information objective. Et c'est par exemple au travers de témoignages comme cela, des témoignages concrets, des gens qui ont eu une expérience effective, efficiente sur le terrain. C'est avec ce genre de témoignages qu'on peut se forger dans le domaine dans lequel on veut investir, qu'on peut se forger une attitude correcte. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que diaspora, oui, intégration sur le terrain. J'avais un de mes mentors qui me disait, le mentor, il disait que l'immigré, le vrai immigré, c'est celui qui est bien intégré dans son pays d'accueil et c'est celui qui investit dans son pays d'origine. Et je pense que nous devons, après, en particulier ici, en ce qui concerne le Congo, après 60 ans d'indépendance, il faudrait qu'on puisse réfléchir autrement notre intégration sur le terrain, notre intégration au Congo. Et ça doit plus être une intégration, non pas parce que bon, on est bien obligé, hein,
Et c'est un des combats réguliers, vous l'avez si bien dit, gérer la famille, gérer le système. Mais il faudrait qu'on puisse penser à intégrer le Congo comme investisseur, comme entrepreneur. Qu'est-ce que je peux amener dans ce Congo? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux, dans quel domaine je suis hyper compétent, je connais mes qualités. Et là, je vois, vous êtes vraiment, au fait, 3 exemples, et j'en ai encore d'autres dans la liste, mais vous êtes vraiment 3 exemples qui m'avaient surpris et qui m'encourageaient à rester, à imprégner, à rester, à demeurer dans cette quête de vouloir améliorer, de vouloir faire la promotion d'un Congo fort, d'un Congo éclatant. Donc, diaspora, on a un travail énorme à faire. Maintenant, il y a, c'est ce que je disais l'autre jour, il y a comme des complexes qui sont en jeu. Il y a comme des tests qui sont en jeu. Vous savez, j'ai déjà effectué une dizaine de voyages ces dernières années, plus d'une dizaine, et chaque fois, je parlais de l'humilité, mais je pense en plus de l'humilité, nous devons avoir de la patience, parce que les choses ne se feront pas du premier coup. Et j'ai rencontré beaucoup d'amis qui sont rentrés à Kin et avec 3, 4, 5, 10 000 dollars, 10 000 euros. Mais cet argent s'est vite fluidifié en très peu de temps parce que justement, ils ne maîtrisaient pas. Et donc, il faut qu'en tant que diaspora, nous puissions arriver à maîtriser. Et maîtriser le terrain, c'est par exemple avoir des informations cohérentes, correctes, actuelles. Et là, il y a des gens à Kin, il y a des locaux à Kin qui sont hyper bien informés. Et donc, il faut les rencontrer, il faut les connaître. Parce qu'il y a des Congolais qui sont hyper sérieux, et j'en connais beaucoup, et qui, au travers d'eux, peuvent pouvoir t'aider à une acclimatation, je dirais, beaucoup plus propice à la réussite. Au lieu de se focaliser sur la famille, sur les amis, ce n'est pas toujours les bonnes personnes. Alors, avant de refaire un deuxième tour de panel, je sais que nous avons eu, je me tourne vers ma table technique, je sais que nous avons eu quelques questions, peut-être qu'on peut les suggérer. Oui. Il y a une remarque ici. Le conseil à donner à la diaspora serait d'observer tout d'abord et ne pas arriver en conquérant. Ce qui fonctionne à l'étranger ne marche pas nécessairement. Oui, c'est ce que nous avons dit. C'est une très bonne remarque. Donc, de ne pas descendre sur le terrain en conquérant, en se disant, moi je connais tout, je viens des États-Unis, je suis au Canada, etc., etc. Non, voilà, il faut revenir avec beaucoup plus de, comme le disait Henri, responsabilité. Moi, je parlais d'humilité. Sandrine parle d'expérience, de calme. Et Émilie a plutôt parlé de faire les actions posément, calmement, mais de revenir chaque fois sur ce que toi, tu es capable de faire. Oui, autre question? Deuxième question. Malheureusement, la diaspora congolaise est responsable de l'incompétence de l'administration congolaise. Ça, c'est une remarque. C'est une remarque que la diaspora congolaise est responsable de l'incompétence de l'administration. Bon, on n'est pas ici pour faire de la politique. Je pense que c'est peut-être une expérience vécue de la personne. C'est possible, c'est sûr. Mais je pense que nous ne devons pas généraliser. Nous sommes en train de nous focaliser sur quel et comment, surtout, peut être notre apport. Pour ne pas que les vagues, parce que nous pensons qu'il y aura des vagues de la diaspora, de partout, qui vont commencer à rentrer au pays. Comme le disait, je pense, Émilie, les situations en Europe deviennent de plus en plus précaires. Dernièrement, je ne sais pas, Henri, tu étais au courant il y a eu un article dans les journaux, dans les médias belges, où on parlait du plafond de verre. 20 ans, 30 ans après
les diasporas, il y a certains métiers où il n'y a pas de noirs. Hein, il y a des juges d'instruction, il y a des directeurs tout à fait. Où il n'y a tout à pas. Fait, tout à fait. Et donc, c'est vraiment pour dire que on a réfléchi. Mais ce sont des personnes intégrées. Henri, ce sont des personnes intégrées sur le papier qui sont restées très longtemps, qui souvent ont des compétences égales à celles des autochtones, mais qui n'arrivent pas à accéder aux mêmes facilités ou aux mêmes fonctions à compétences égales, ce qui peut effectivement être une source de démotivation. Et puis, nous allons plus loin encore. Ce que nous sommes en train de vivre ici en Europe, à Kinshasa, au pays, ça arrive aussi. Émilie l'a si bien dit et Sandrine, c'est que par rapport à des expatriés, français, belges ou américains, on a parfois les mêmes diplômes, les mêmes compétences, mais une fois plus que eux, mais ils se retrouvent à des postes supérieurs à nous autres. Parce que la peur de pauvre. Exactement. Moi, je me rappelle, il y a une société qui m'avait contacté pour un coaching de groupe. Ils étaient 10 personnes, leur équipe marketing. Et le directeur marketing me pose des questions, mais il me posait des questions tellement minutieuses, tellement dans le détail, qu'à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il veut me tester? Il veut que je lui parle d'exactement ce que je vais faire, etc. Je ne comprenais pas. Et puis, j'ai un ami par lequel il m'avait introduit. L'ami me dit, Henri, au fait, c'est parce que nous venons de vivre une expérience malheureuse. Il a surpayé, il a payé très cher un team building avec un coach américain. Mais le coach américain est arrivé, il fallait un traducteur, il ne comprenait pas le français, il ne maîtrisait pas le microcosme social congolais, et donc il donnait des exemples que les personnes ne comprenaient pas. Et donc, lorsque moi, je lui ai parlé des choses que je vivais tous les jours à Kin, parce que quand je suis à Kin, je suis vraiment très simple. Je prends les taxis, je circule, je rencontre des gens, des catégories de gens dans le quartier, les jeunes, les mamans maraîchères, la dame qui vend du pain. Donc, je suis là pour sentir, vivre avec eux leur vie de tous les jours, pour qu'en tant que coach, je puisse leur donner les principes adéquats en fonction de leur niveau, en fonction de leur mode de vie. Et donc, je pense que c'est vraiment un travail que chacun de la diaspora, nous devons faire, nous devons nous mobiliser et nous devons en tout cas encourager. Une autre question? Encore deux questions. Encore deux questions. Première question de Patricia Alinon. Il faudrait créer un networking plus efficace et bénéfique pour tous. Ça, c'est une remarque. Au niveau du networking, je pense que Sandrine, c'est un peu son dada. Henri, il est dedans dans le concret. Donc, n'hésitez pas de prendre contact avec nous. Henri, il est c'est African Diaspora Network. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne depuis des années, qui a du lobbying au niveau de pratiquement tous les pays européens. C'est quelque chose de très lourd. Et donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, la remarque est judicieuse. Et Sandrine, elle est dans ce que j'appelle le mouvement de jeunesse le plus grand, hein, IMCA, YMCA. C'est un peu ce qui était à l'origine du scoutisme et de la générosité et de la jeunesse, l'activité de la jeunesse. Et ils vont fêter cette année leur 120e anniversaire. Et Sandrine en est l'ambassadrice au niveau de l'Europe, en particulier au niveau de la France. Donc, c'est vraiment pour dire que chacun de nous, on devrait… Vous savez, une des erreurs que nous faisons, et ça, je l'ai remarqué souvent, Émilie, c'est qu'on essaye de créer ce qui existe déjà, surtout dans notre diaspora. Il y a énormément de choses qui existent, il faut juste se renseigner, il faut juste voir un peu, mais… Tu vas voir une personne qui naît aujourd'hui, qui a 30 ans, 25 ans, et qui va créer l'Association des Congolais de Belgique. Ça fait 40 ans qu'on est là. Effectivement, il y en a 4 ou 5 comme ça. Il y a Diaspora Network, il y a Congolese Network, il y a plein d'associations. Et ce qui est triste,
La majeure partie, on trouve souvent, surtout les communautés congolaises, il y en a 3 ou 4 des mêmes choses. Ça, j'ai vécu ça aux États-Unis, je l'ai vécu en Belgique aussi. C'est une des raisons pourquoi je ne vais jamais, parce que finalement, on se dit, mais écoute, si on peut déjà pas se mettre ensemble pour faire quelque chose, parler une seule langue, j'ai du mal à suivre parce que moi, je ne veux pas attacher à un groupe. J'ai dit, si on se met ensemble, on met nos différents de côté, on peut créer un networking solide. Mais malheureusement, chacun veut être dirigeant d'un groupe, dirigeant. Non, on n'a pas la même vision. Notre vision est la même, c'est le Congo. On devrait s'arrêter là. Et malheureusement, oui, je pose et tu répètes. Qu'attendez-vous exactement des pouvoirs publics pour une meilleure intégration de la diaspora? Qu'attendez-vous des pouvoirs publics pour une meilleure intégration de la diaspora? Je pense qu'Henri, tu avais soumis l'exemple du Togo. Tu peux peut-être nous en parler? Oui, en fait, il y a des pays africains qui ont une politique beaucoup plus volontariste vis-à-vis de leur diaspora. D'abord, le premier des droits qui leur est accordé, c'est le droit de vote en cas de scrutin. La plupart des diasporas, je pense notamment à la diaspora malienne, sénégalaise, ivoirienne, a la possibilité de pouvoir exprimer un choix à la faveur d'un scrutin, d'une élection dans leur pays d'accueil, ce qui est une manière de les intégrer dans le processus démocratique, mais aussi décisionnel. En termes d'investissement direct, on sait qu'à l'heure actuelle, certains pays africains, certains pays européens ou d'Asie sont en pointe lorsqu'il s'agit de pouvoir effectivement cibler des secteurs porteurs, en tout cas en termes de part de marché, mais lorsque cette démarche est entreprise par des membres de la diaspora qui, parfois, à la faveur de montages financiers astucieux, voudraient se mettre au service du pays, cela n'a pas forcément la même résonance. Ce que l'on attend des pouvoirs publics, c'est un peu plus de confiance à l'égard de cette diaspora, peut-être même l'impliquer, je dirais, à la réflexion et pourquoi pas, à la faveur d'élections, notamment législatives, créer une circonscription qui permettrait à des Congolais de l'étranger de pouvoir, je dirais, se présenter au suffrage universel pour pouvoir représenter cette diaspora au sein des assemblées délibérantes. Il y a des pays, effectivement, qui ont leurs ressortissants, qui se réunissent, ou en tout cas qui font le choix de désigner des délégués qui peuvent promouvoir à la fois leurs intérêts, mais aussi apporter une expertise dans ce type de situation. Il serait intéressant et pourquoi pas judicieux de la part des pouvoirs publics de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Dernier élément, nous avons à l'heure actuelle 26 provinces en RDC. L'idéal serait effectivement que nous imaginions une 27e province qui, en réalité, serait la diaspora, avec évidemment dans son mode de fonctionnement, eh bien, une meilleure approche par rapport, je dirais, à la contribution potentielle qu'elle pourrait faire. Elle le fait déjà d'une certaine manière avec notamment ce que l'on appelle communément en anglais les remittances, hein, les fameux transferts de fonds qui permettent aux proches, aux pays d'origine de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et si l'on pousse la réflexion beaucoup plus loin, on pourrait aussi imaginer un fonds de la diaspora qui serait alimenté par une petite partie de ces transferts de fonds et qui serait tout simplement affecté à des projets de développement. Autant de pistes envisageables, mais qui nécessitent de la part du pouvoir politique et des pouvoirs publics une approche beaucoup plus volontariste, un peu plus de confiance à l'égard de cette diaspora. Et puis, évidemment, à contrario, au niveau de la diaspora, effectivement, plus d'humilité, plus de prise de responsabilité et puis surtout, une capacité à pouvoir soutenir les initiatives existantes. Il est inutile et contre-productif de dupliquer des choses qui existent. Cela a été rappelé par Émilie, ça fait perdre du temps à tout le monde et surtout, ça détourne de l'objectif principal, celui du développement. Super, super. Impeccable. À ce propos, moi, j'aimerais rajouter quelque chose, Henri, concernant nos attentes. Notamment, moi, j'insisterai principalement sur la problématique de ce visa de 30 jours.
Je considère qu'il y a un souhait réel, et là c'est la continuité du discours d'Henri à l'instant. Nous devenons aujourd'hui effectivement cette potentielle 27e province. Donc derrière, il y a une mobilité qui se voudrait d'abord à l'intérieur, mais pour notre part, vu que c'est diaspora, c'est une mobilité internationale. Et ça a été mon cas lors de l'un de mes séjours. Je trouve quand même assez interpellant qu'arrivé au 31e jour ou 30 jours plus 4 jours, nous avons des coûts de pénalité qui sont plus chers que le visa lui-même de départ, sachant qu'un certain nombre d'entre nous considérés comme diaspora, parce que ça aussi on a dit à diaspora histoire particulière, il y a de la diaspora qui a encore la nationalité congolaise, mais il y a de la diaspora qui a adopté la nationalité du pays d'accueil. Oui. Et c'est pour ça que je pense d'avoir une instance qui vraiment prend le temps d'étudier la cartographie de ces ressortissants, où sont-ils aujourd'hui, quelles sont leurs problématiques, faire remonter les besoins. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait réellement au service de l'éveil de la RDC, c'est-à-dire de ne pas nous considérer comme des étrangers, mais au contraire comme réellement des ressortissants vivant à l'étranger, donc avec un statut particulier, notamment en termes d'immigration. Super, super. Une autre question encore? Quelle est la différence entre ANAPI et la nouvelle agence des investisseurs qui vient d'être créée? Quelle est la différence? Ça, c'est une question technique. Quelle est la différence entre l'ANAPI et la nouvelle agence des investisseurs qui vient d'être créée, je pense, au niveau de la présidence, c'est ça? Oui. Il vient d'être créé il y a quelques jours. Oui. Sincèrement, moi, je ne pourrais pas répondre. Peut-être Henri Désiré pourrait répondre à celle-là parce que, bon, il doit y avoir une différence quelque part ou je ne sais pas, mais je sais que l'ANAPI est censée faciliter le climat des affaires et tout comme ça. Mais non, la nouvelle agence, personnellement, je ne connais pas ses attributs et je ne sais pas expliquer exactement à quoi elle sert ou à quoi elle va servir. Mais j'ai entendu du bruit que ça rime toujours avec le climat des affaires, facilitation des affaires. Donc, je ne sais pas. Peut-être. Henri, oui, vas-y. Oui, alors, il faut rappeler que l'Agence nationale pour la promotion des investissements est une structure qui dépend administrativement du ministère du Plan, qui est au niveau du gouvernement, le ministère qui est précisément dédié à un certain nombre, notamment de tâches, notamment la gestion des projets, l'appel aux investissements directs étrangers, la planification des travaux d'infrastructure, la mobilisation des ressources extérieures. Alors, cette agence-là, elle a, comme son nom l'indique dans ses attributions, la promotion et la valorisation des investissements en République démocratique du Congo. C'est vrai que l'amélioration du climat des affaires est devenue, on va dire, une nécessité dès lors qu'il faut effectivement rassurer les investisseurs en leur donnant un maximum de garanties. Le chef de l'État a dans ses priorités à la fois une volonté de rassurer les investisseurs via effectivement l'amélioration du climat des affaires, et la cellule qui a été créée à la présidence est exclusivement dédiée à cet effet. Okay. Donc, si l'on devait parler de répartition des tâches, on a le directeur général de l'ANAPI, que je salue au passage, Anthony Kinzo, qui est un homme éminemment brillant et informé. Eh bien, son travail consiste effectivement à pouvoir envoyer les signaux positifs à l'égard des investisseurs potentiels, promouvoir, je dirais, la bonne parole à l'extérieur en montrant quelles sont les potentialités d'investissement et pouvoir surtout donner l'image la plus rassurante, la plus valorisante qui soit sur des secteurs d'activité qui parfois aujourd'hui sont, je dirais, en demande d'investissement direct étranger. L'amélioration du climat des affaires est surtout venue se greffer lorsque l'on s'est rendu compte que la situation politique, par exemple, pouvait impacter négativement, je dirais, la volonté de certains investisseurs de venir s'implanter parce que cela ne rassurait guère.
Et partant de là, il a fallu trouver un mécanisme qui puisse précisément inciter ces investisseurs potentiels de minimiser en fait ces risques-là, mais cela nécessite effectivement de la part du gouvernement et des pouvoirs publics des initiatives qui vont dans ce sens. Si l'on peut notamment citer une initiative qui relève effectivement du secteur privé, on peut citer notamment Sultani Makutano, l'initiative qui a été lancée par Nicole Soulou il y a de cela 6 ans maintenant et qui a le mérite de réunir pas seulement les opérateurs économiques congolais, mais surtout de pouvoir permettre aux entrepreneurs étrangers, aux hommes d'affaires étrangers, européens, africains ou autres, de venir se familiariser avec le potentiel de la RDC, rencontrer leurs homologues, entreprendre un dialogue, créer les conditions de synergie ou de convergence, pour ne pas dire de partenariat. Bref, tout cela concourt effectivement à cette amélioration du climat des affaires. Mais Henri, juste une question. La nouvelle agence, qui je ne sais malheureusement pas comment elle s'appelle, et l'ANAPI, ne pouvait pas fusionner parce que j'ai comme l'impression qu'ils font quasiment la même chose. La facilitation des affaires, la facilitation du climat des affaires et le côté assurance ou rassurer les investisseurs. Les deux font la même chose. Maintenant, qui va marcher sur les plates-bandes de l'autre? Ils ne pourraient pas fusionner pour faire quelque chose de plus grand ou j'ai du mal à mettre les deux ensemble. Personnellement, aujourd'hui, si je dois aller, je ne sais pas si je dois me diriger vers l'ANAPI ou vers l'autre parce que je ne sais pas à peu près la différence. Et quand tu parles de climat politique qui est quasi un problème majeur pour les investisseurs, récemment, enfin, il y a quelques jours, je devais faire une étude du marché pour une société. Et dans mon analyse SWOT, parmi les menaces, j'ai mis situation politique. Parce que la situation politique impacte les business, impacte. Vous imaginez les investisseurs aujourd'hui, quand vous parlez avec des investisseurs, surtout étrangers, souvent ils vous disent que votre système politique n'est pas stable. Et quand un système politique n'est pas stable, c'est dû à ce que les gens ont vécu. Vous savez, beaucoup de sociétés sont tombées depuis les pillages en 1991 et tout comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont tellement perdu que le Congo est fiché. Et sur une liste rouge sur les pays un peu risqués pour investir. Alors, si on a plusieurs agences, on n'aide pas non plus ou on se contredit, je ne sais pas. Alors, d'un point de vue fonctionnel, il faut quand même rappeler que l'ANAPI a notamment dans ses attributions, je dirais, la gestion et la veille sur ce que l'on appelle communément le guichet unique. Un des reproches qui a souvent été fait, c'est que lorsqu'on investit en RDC, il y a une multitude d'intervenants qui alourdissent inutilement la procédure. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle de ceux qui nous suivent, mais il me semble qu'il est possible de créer désormais maintenant une entreprise en RDC en moins de 30 jours, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les délais ont été considérablement raccourcis. Certains pays même vous permettent de le faire en 72 heures. Donc, j'espère en tout cas être contredit. Voilà. En moins d'une... Très bien. Donc, voilà. C'est parfait. Les délais ont été considérablement raccourcis. Donc, on va dire qu'au niveau du process, l'ANAPI reste quand même, je dirais, l'interlocuteur de référence. Maintenant, on ne peut pas effectivement empêcher à la présidence de la République de se doter d'une structure qui, elle, est exclusivement dédiée simplement, je dirais, à l'amélioration du climat des affaires. Donc, ça veut dire très concrètement mener des campagnes qui ont pour objectif d'attirer les investisseurs, certes, mais surtout en leur disant en quoi est-ce que la RDC est attractive. Sans forcément marcher sur les plates-bandes de l'ANAPI. Je suis assez confiant en la matière et je pense que la responsabilité des uns et des autres sera telle qu'il sera, à mon avis, difficile que l'on ait potentiellement un conflit en la matière. Mais je pense que tous les efforts qui convergent dans une même direction sont toujours bons à prendre. Il y a aussi... Sandrine, tu voulais intervenir ou sinon, il y a aussi comment j'allais dire,
il y a une initiative, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'investisseurs étrangers, mais il y a une initiative et le mois prochain, j'aurai comme orateur Al Kitenge, vous connaissez, un, un stratégiste, un économiste qui, justement, grâce à son initiative, il a pu réunir, et il est en train de réunir des gens de la diaspora notamment, mais aussi des locaux, parce que sa problématique est simple. Nous n'avons pas de supermarché avec des produits congolais. 95 à 96% des produits qui existent dans les supermarchés sont importés d'ailleurs. Et donc, lui, il veut non seulement avoir la production, faire la promotion des produits made in Congo, dans toutes les provinces, mais en même temps, il veut qu'on puisse se réunir pour créer et être actionnaire, participant de ces supermarchés. Et je sais que, enfin, il viendra nous en parler le mois prochain, mais voilà aussi une initiative qui pourrait encourager certaines personnes de la diaspora, ceux qui ne ressentent peut-être pas le besoin immédiat Henri, de rentrer. Oui. Henri, est-ce que tu m'entends? Alors là, vraiment, nous sommes au cœur d'une problématique qui, aujourd'hui, devrait être la priorité des priorités. C'est le local content, c'est la capacité d'utiliser nos propres ressources, à la fois humaines et autres, le capital humain, pour effectivement créer les conditions de l'émergence d'un marché national qui serait contrôlé par les nationaux, quels que soient les différents secteurs. Alors, pour schématiser, à l'heure actuelle, lorsque l'on regarde certains secteurs d'activité, on voit que parmi les intervenants, parmi les prestataires, parmi les sous-traitants, il y a très peu d'entreprises nationales ou locales. C'est un peu le sens de la loi sur la sous-traitance qui date de 2017, mais qui a été ratifiée ou en tout cas promulguée en 2018, où désormais une certaine part des marchés de sous-traitance sont confiés à des entreprises congolaises. Alors, dans le même ordre d'idée, et c'est pour ça qu'il est important que l'on apprenne à se faire confiance, si l'on veut consommer congolais et créer les conditions d'une émergence du Congo, cela passe évidemment par la valorisation du potentiel humain, mais aussi de ce qui est d'une certaine manière la conséquence de ce capital humain, c'est-à-dire la production locale qui doit impérativement être encouragée. Et c'est vraiment un sujet qui ne concerne pas seulement les pouvoirs publics ni le gouvernement, mais qui implique en premier lieu celles et ceux qui, aujourd'hui, au nom de du nécessaire développement du pays, prétendent pouvoir s'inscrire dans ce schéma-là. Et je pense que la diaspora a toute sa part dans ce projet ambitieux. Merci. Sandrine? Non, j'adhère totalement à cette sollicitation de prise de conscience réelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas dans du protectionnisme, nous sommes au contraire dans une volonté d'éveiller les consciences que nous avons les terres, nous avons la volonté, nous avons l'intelligence. Maintenant, faisons ensemble pour qu'il y ait vraiment une émergence d'un consommé congolais, qui est totalement possible. Donc, nous avons le potentiel pour. Maintenant, agissons dans ce sens. Alors, il faut souligner que oui, vas-y. Oui, la RDC a 80 millions de terres arables. 80 millions, milliards de terres arables. Donc, on a, je comparais, la Chine a même pas 1 million de terres, mais produit 60% des produits qu'il exporte. Le Congo n'en produit que 6%. Et on a 80 millions de terres. Ce n'est pas normal. C'est une des raisons pour laquelle ma soeur et moi, Dani, nous avons décidé d'aller en province. Parce qu'il y a cette histoire dont Henri parle, de pouvoir parler, de vendre l'image et, conscientiser les gens. Il y a déjà une des premières choses, tout le monde a des yeux rivés sur Kinshasa.
Mais on doit réfléchir. Kinshasa ne produit pas. Kinshasa vit des taxes, des impôts, je ne sais pas, des sociétés et tout ça. Vous devez savoir que les provinces produisent et l'argent vient à Kinshasa. Donc, les provinces sont vides parce que tout le monde se rabat sur Kinshasa. Et moi, ma soeur et moi, qu'est-ce qu'on avait décidé de faire? De faire des ambassadrices de cette diaspora et le Congolais déjà localement, en leur expliquant qu'on doit retourner en province, au village ou en province. Parce que quand on dit village, les gens ont tendance à le prendre déjà comme un nom péjoratif, ce qui est vraiment ridicule parce que moi, personnellement, en Belgique, je n'ai pas grandi à Bruxelles. J'ai grandi en province, j'ai grandi dans la campagne. Et sincèrement, j'en suis fière et je n'arrive... C'est différent. Et donc, alors, quand j'arrive au village, j'ai le même concept. Du coup, même au village, on avait tendance à me poser des questions. Comment toi qui viens de l'Europe, tu aimes le village? J'ai dit non, parce qu'en Europe, je vivais au village. C'est ce que je leur dis. Et on se comprend mieux. Donc, nous, on a décidé de faire être des ambassadrices pour expliquer ou vendre. C'est comme ça que quand je voyage, je fais plein d'images, des photos et des vidéos pour expliquer le village, la province est là. Il y a de l'espace, on peut planter, on peut tout faire, on peut construire. Ça aussi, la diaspora vient pour... Tout le monde veut travailler dans un bureau. Tout le monde veut un job qui travaille dans un bureau, mais on peut créer le même. Vous pouvez travailler dans un bureau, mais en province, vous créez. Parce que la nécessité, il y en a beaucoup plus dans les provinces qu'à Kinshasa. Donc, vous pouvez sous-traiter avec Kinshasa en province. Mais ce sont des choses aussi qu'ils ne savent pas. Moi, personnellement, je me t'ai promis une chose. Moi, j'ai quand même trimé, c'est le mot, je peux le dire. J'ai souffert pour avoir mes marques. Je me suis promis de partager mon expérience gratuitement avec les gens que je pourrais, leur donner des conseils qu'on m'a refusés. Moi, je veux dire aux gens, c'est quand les gens me posent la question, je leur dis toujours, il y a ça, il y a le pour, il y a le contre. Il faut, en fait, pas le contre, mais il y a la balance. Il y a ceci, il y a cela. Notre barrière, comme Sandrine l'a dit tout à l'heure, cette histoire de visa, moi, je souffre avec jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme. Vous savez, le pire est que si ton visa expire aujourd'hui, tu ne voyages pas aujourd'hui. Tu es considéré comme expiré. Mais pourtant, aujourd'hui, tu ne voyages pas. Et pourtant, le nouveau système, on a interdit. Si ton visa expire, tu fais comme dans les pays occidentaux, tu peux sortir. Mais quand tu arrives à Ndjili, bonne chance si ton avion est là, donc tu es obligé de payer quelque chose. Donc, on a aussi des barrières, c'est vrai. Mais ces petites barrières-là ne doivent pas nous empêcher de revenir ou d'en faire quelque chose de grand. Beaucoup de gens sont en Occident, me disent, j'attends de trouver quelque chose d'intéressant pour revenir. J'attends d'avoir beaucoup plus d'argent. Moi, par rapport à ce que tu disais, moi, je suis arrivée à Kinshasa avec $2000. $2000, j'ai trouvé une habitation, j'ai payé le $2000, j'ai payé mon loyer. Donc, on a perdu Émilie. La connexion, oui. On peut... Oui, vas-y, Émilie, tu as repris la connexion. J'avais quelques mois de... On va revenir. Juste une ou deux questions. Comme ça, il nous reste encore 5 minutes et nous allons clôturer. Une question de Mabita José. En effet, quid aujourd'hui de la double nationalité en RDC? En effet, aujourd'hui, quid de la double nationalité? J'ai payé, voilà, une connexion, je me suis arrêtée. Oui. Donc, on parle, il y a José Mabita qui est à Bruxelles, c'est un ami, qui pose la question de la double nationalité. Je sais particulièrement qu'il y a Maître Ali Chiboaboa qui a fait une conférence là-dessus. Je pense que c'était la semaine dernière à Bruxelles. Je n'en connais pas encore les conclusions, mais peut-être qu'ici, c'est plutôt une question technique. On pourrait voir ça peut-être dans une autre masterclass. Mais peut-être si quelqu'un a quelque chose là-dessus. On peut juste dire à ce sujet, Henri, donc
il s'agit d'une promesse du chef de l'État de pouvoir faire en sorte effectivement que cette double nationalité soit une réalité pour une raison toute simple. C'est que si vous êtes congolais, que vous avez opté pour une autre nationalité, votre congolité antérieure doit pouvoir vous être reconnue. Et en d'autres termes, vous donner le droit et la possibilité de pouvoir, je dirais, vous intégrer dans la communauté nationale et pouvoir apporter votre expertise indépendamment du changement de nationalité. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'effectivement, cela, pour des raisons de politique politicienne, a souvent été un moyen pour écarter des compétences qui ne demandaient qu'à s'exprimer au pays. Et donc, je pense que dans un élan de réconciliation nationale, ce serait une bonne solution. D'abord parce que beaucoup de pays ont opté pour ce système et cela n'enlève en rien le mérite des uns, je dirais, par rapport aux autres. Donc, c'est un travail qui relève naturellement des deux chambres qui, à la faveur soit d'un projet de loi, pourraient en examiner le contenu. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, la nationalité congolaise est exclusive, donc elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Il y a ceux qui pensent qu'il faudrait simplement, techniquement, au niveau en tout cas juridique, pouvoir modifier le texte de manière à ce que l'on puisse tout simplement la reconnaître et l'accorder en fait, si cela doit s'avérer nécessaire. Mais pour le reste, il s'agit surtout de faire en sorte que ceux qui ont, pour diverses raisons, et elles sont souvent très légitimes, opté pour une autre nationalité, qu'elles puissent ne pas perdre le bénéfice de la nationalité d'origine. Très bien. Alors, une dernière question. Moi, manquant trop d'éléments à ce sujet, est-ce que parmi la réflexion que l'on a concernant la double nationalité, nous savons que même en Europe, la notion de nationalité est différente selon le droit de sang et le droit de sol. Donc, est-ce que nous, au niveau exclusif, est-ce qu'il y a cette réflexion-là? Parce que c'est vrai que dans ce que Henri met en avant, il y a cette notion de récupérer sa congolarité, je ne sais pas si ce mot existe, mais donc en soi, c'est la naissance. Ouais, c'est la naissance. C'est la naissance au sol. C'est ça la question. Alors, il y a eu depuis 1960 plusieurs, on va dire, lois sur la nationalité. On connaît celle de 72, celle de 78, 79, notamment de 81 plutôt. Mais à chaque fois, le législateur a, on va dire, durci d'une certaine manière les conditions. Aujourd'hui, dans les modalités d'acquisition, on dit que ce sont toutes les populations qui étaient établies sur le territoire avant 1960, avant que par la suite, il y ait eu des amendements qui aient été introduits. Aujourd'hui, il s'agit simplement de faire en sorte, comme je l'ai répété tout à l'heure, que ceux qui, pour diverses raisons de conflits, de persécutions politiques, parfois religieuses, ont dû quitter précipitamment le pays et accéder ou acquérir à d'autres nationalités, de pouvoir, d'une certaine manière, être intégrés dans la communauté nationale en étant reconnus comme étant congolais d'origine. Et cela leur ouvrirait évidemment les portes à des fonctions ou à des responsabilités. Ça leur faciliterait peut-être aussi la tâche, je dirais, au niveau de l'entrepreneuriat. Vous savez que, par exemple, qu'aujourd'hui, si vous êtes à Bruxelles et que vous êtes belge d'origine congolaise, le délai d'octroi du visa est très court. En fait, vous avez non seulement la possibilité de voyager sans visa pour l'obtenir à l'aéroport, mais lorsque vous vous adressez à l'ambassade, vous l'avez en 3 jours ou même dans la journée en mode express. Par contre, un Belge, un autochtone, il lui faudra 1 à 2 semaines pour obtenir. Donc, il y a déjà là quand même une volonté d'assouplir les choses et même au niveau des justificatifs, il fallait fournir avant ce que l'on appelle un extrait de casier judiciaire, hein, donc un certificat de bonne vie et mœurs. Aujourd'hui, on ne le demande plus aux Belges d'origine congolaise. Donc aujourd'hui, vous venez avec votre passeport, avec vos photos, la copie de votre carte d'identité
et vous avez le visa. Donc, il y a là des efforts qui sont, à mon avis, déjà consentis. Il faudrait pousser l'autorité à aller beaucoup plus loin. Je pense que ça devrait être le sens de la prochaine étape, mais il va falloir que certains verrous puissent sauter pour qu'on arrive effectivement à ce que cette double nationalité soit une réalité. Le premier de ces verrous, c'est qu'il faut dissiper la méfiance politique. Je rappelle quand même qu'en 2006, la diaspora était censée voter. Ça n'a pas été le cas parce qu'un camp a soupçonné un autre de tirer profit justement de la très forte politisation de la diaspora et cela aurait eu effectivement une incidence sur le résultat. Donc, il faut que l'on arrête de faire des calculs politiciens par rapport à cette double nationalité et que l'on considère simplement qu'en termes de capital humain, eh bien, il faut permettre à cette diaspora congolaise de pouvoir prétendre jouer sa part dans ce processus de développement de notre pays. Merci. Merci beaucoup, Henri. Et j'aimerais remercier chacun de vous, en tout cas, pour cette première participation à notre masterclass, en tout cas en ce qui concerne la diaspora. On a perdu Émilie, elle nous avait prévenu elle risquait de partir à un moment donné. Mais j'aimerais aussi remercier tous ceux qui nous ont suivis en live sur Facebook. Nous avions eu des personnes du Canada, de Boston, de Belgique, de France, de Kinshasa aussi, pas mal. C'était peut-être Henri, hein, et c'était peut-être Henri et Émilie. Mais en tout cas, on salue tout le monde. Le prochain rendez-vous sera le jeudi 22 octobre. Et là, comme je vous ai prévenu, nous aurons Al Kitenge, donc économiste et stratégiste, et nous aurons aussi la top modèle et philanthrope Noéla Koursaris, qui a créé l'école Malaika du côté de Kolwezi, Lubumbashi, et qui, ces 10-15 dernières années, est vraiment représente aussi d'une manière assez agréable et efficace la diaspora au sein des enceintes comme l'ONU, la conférence de Davos, etc. Et donc, nous allons continuer cette discussion sur la diaspora parce que nous sentons que c'est nécessaire, c'est le temps et beaucoup de gens, parce qu'au fait, on se rend compte que beaucoup de gens sont parfois mal sous-informés en ce qui concerne les vraies réalités du pays. Et donc, c'est un peu dans ce but-là, dans ce sens-là, que nous avons voulu susciter la flamme, redynamiser un peu cet engouement. En tout cas, Sandrine, un grand merci. On se revoit d'ici 15 jours. Henri, merci beaucoup. N'hésite pas de nous donner les nouvelles du Kelo Bantu, hein, parce que ça nous concerne et ça concerne aussi pas mal de la diaspora. Avec plaisir. Et donc, je vous retrouve avec plaisir, avec plaisir. Le 22 octobre concernant la diaspora, mais le 8 octobre, ça déjà le 8 octobre, nous aurons une masterclass sur le changement. Le changement, chemin inéluctable vers le succès. Là, nous sommes en plein développement personnel. Ce sera aussi en live. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Très bonne soirée, à bientôt. Et au revoir, Émilie, si tu nous entends. Oui, au revoir. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Et au revoir, merci. Merci infiniment. À bientôt.